Deux voisins, avec des armes nucléaires au bord de la guerre. L'Inde effectuant ses frappes les plus profondes, à l'intérieur du Pakistan depuis plus de 50 ans. Nous nous engageons à prendre des mesures fermes et décisives contre le risque et ceux qui les soutiennent. Le rôle de la Chine est intrigant, étant donné leur fraternité inébranlable avec le Pakistan. D'autre part, il y a le réinitialisation avec l'Inde au milieu de la guerre commerciale avec les États-Unis. Que valorise davantage la Chine ? L'Inde vient de déchaîner l'enfer sur le Pakistan. Au cours des dernières heures, des dizaines, voire des centaines de missiles ont traversé le ciel et ont explosé dans au moins 9 lieux liés à la terreur à travers le Pakistan et le Cachemire occupé par le Pakistan. Mais le plus fou, c'est que ce n'est même pas le pire cauchemar actuel du Pakistan. C'est la Chine. Xi Jinping redoutait ce moment précis depuis que le Pakistan a perpétré une attaque terroriste horrifique contre l'Inde. Vous voyez, le 22 avril 2025, 5 terroristes lourdement armés, portant des carabines M4 et des automates Kalachnikova, 47 ont tranquillement franchi le territoire indien et sont entrés à Pahalgam, un lieu touristique bien connu au Cachemire. Tout comme les attaques que nous avons vues en Israël, où des civils ont été délibérément traqués. Ces hommes ont ciblé des civils hindous, les visant délibérément et en assassinant des dizaines de sang-froid. Ils ont arrêté les touristes un par un et les ont forcés à prouver qu'ils étaient musulmans en récitant un verset du Coran. En cas de réussite, la personne était libérée. Sinon, on vérifiait leur circoncision, pratique courante chez les musulmans mais pas chez les hindous, en leur ordonnant de baisser leurs pantalons. Ceux qui échouaient aux 2 tests, surtout des hommes hindous, étaient exécutés immédiatement. Leurs proches étaient en contrainte d'assister à la scène. Et maintenant, ils sont laissés avec une sorte de traumatisme qui ne part jamais. Et c'est exactement pourquoi l'Inde ne se retient plus. Ils ripostent avec une vengeance brute. Que la Chine le veuille ou non, elle y sera entraînée. Parce que si elle n'intervient pas, les centaines de milliards qu'elle a investis au Pakistan ne partiront pas seulement en fumée. Toute sa stratégie sud-asiatique le fera aussi. Si cela ne suffisait pas, l'armée pakistanaise dépend fortement des armes fabriquées en Chine, dont la plupart n'ont pas affronté un seul conflit réel, assez intense pour tester véritablement si elles sont aussi efficaces que le prétend la Chine. Ce conflit en cours est le premier véritable test de combat pour la technologie militaire de Pékin, et à en juger par les apparences, les choses ne se passent pas bien. Les systèmes de radar et de défense antimissiles fournis par la Chine ont totalement échoué à protéger l'espace aérien pakistanais, permettant à l'Inde d'atteindre chaque cible prévue, l'une d'elles terrifiantement proche de Lahore elle-même. Encore plus humiliant, un JF-17 Thunder fabriqué en Chine, un avion de chasse de 4e génération avancé, a déjà été abattu. C'est un énorme embarras pour Islamabad et Pékin. Si ce conflit se transforme en guerre totale, l'origine du conflit importera peu. Le jeu des reproches cessera, et la réaction en chaîne débutera. Toute personne ayant une influence, proche ou lointaine, sera impliquée, et la Chine sera en première ligne. YouTube n'apprécie pas les sujets liés à la guerre, et les bots du Parti communiste chinois n'aiment pas les vidéos critiquant leur parti. Dans cette vidéo, nous avons besoin de votre aide plus que jamais. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous en bas. Cela nous aide vraiment avec l'algorithme YouTube. D'accord, commençons. Maintenant, nous savons tous que la Chine et le Pakistan aiment se qualifier d'alliés frères de fer par tous les temps. Ce lien profond a débuté en 1951, quand le Pakistan fut l'un des premiers pays musulmans à reconnaître la nouvelle République populaire de Chine. Depuis lors, Pékin a versé des tonnes d'argent à Islamabad, au point qu'aujourd'hui, un tiers de la dette extérieure totale du Pakistan, soit environ 30 milliards de dollars, est due aux banques d'État chinoises et aux prêteurs commerciaux, faisant de Pékin de loin le plus grand créancier du Pakistan. Pour être franc, la stabilité et la prospérité à long terme du Pakistan importent peu à la Chine. Pour le Parti communiste chinois, le Pakistan n'est qu'une vache à lait stratégique, et le corridor économique Chine-Pakistan est précisément la manière dont il l'exploite. Le corridor économique Chine-Pakistan est un méga-projet de 62 milliards au cœur même de l'initiative Belt and Road de la Chine. Il comprend un large réseau d'autoroutes, de chemins de fer, de câbles de communication en fibre optique, de centrales électriques et de parcs industriels, reliant Kashgari et le Xinjiang en Chine au port de Ghadar, au Pakistan sur la mer d'Arabie. La Chine a obtenu un bail de 40 ans qui lui donne le contrôle du port de Ghadar, permettant à Pékin d'empocher environ 90% de tous les revenus générés. Pendant ce temps, le Pakistan se bat pour ce qui reste. La partie folle est que la Chine a astucieusement structuré ses contrats de manière à rendre presque impossible pour le Pakistan de rembourser réellement les énormes prêts liés à ses projets.
En gros, les conditions sont totalement défavorables au Pakistan dès le premier jour. Des parts significatives, des baux longs et généreux, ainsi que des paiements garantis, ont été attribués aux entreprises chinoises. De plus, le Pakistan a accepté d'acheter l'électricité produite par les centrales du corridor économique Chine-Pakistan à des tarifs très élevés et fixes qu'ils sont légalement tenus de payer, peu importe la situation de leur économie. En fait, certains de ces accords ont ouvertement promis aux investisseurs chinois des rendements massifs, jusqu'à 34,5% chaque année. Avec des conditions comme celle-ci, il est clair que tôt ou tard, le Pakistan sera complètement submergé par la dette. En fin de compte, ils seront contraints de céder à la Chine le contrôle total et les droits permanents sur des infrastructures essentielles telles que les ports, les centrales électriques et les autoroutes. C'est un piège classique de la dette qui a déjà attrapé des dizaines d'autres pays dans son filet. Mais la Chine n'est pas seulement là pour de l'argent rapide ou des rendements massifs. Le véritable avantage que la Chine tire du corridor économique Chine-Pakistan va bien au-delà de l'argent. Il offre à la Chine une alternative cruciale aux routes maritimes, permettant à ses pétroliers et navires de marchandises d'éviter le détroit étroit et vulnérable de Malacca. Près de 80% du pétrole importé par la Chine traverse le détroit de Malacca, qui pourrait être bloqué par la marine américaine, ou des rivaux comme l'Inde en cas de confrontation militaire ou de crise géopolitique. C'est précisément pourquoi le corridor économique Chine-Pakistan est si stratégique. Il offre à la Chine une voie de secours cruciale, réduisant grandement cette vulnérabilité. L'Inde sait que si la Chine soutenait militairement le Pakistan, le corridor économique Chine-Pakistan deviendrait immédiatement la cible principale de l'armée indienne. Pour justifier cette attaque, l'Inde a déjà ouvertement déclaré que le corridor entier violait sa souveraineté territoriale, car il traverse des terres revendiquées par l'Inde comme lui appartenant. Le port de Godar, terminus sud du corridor économique Chine-Pakistan, inquiète l'Inde qui soupçonne qu'il deviendra une base navale chinoise. Pour saisir la vulnérabilité réelle de la Chine, analysons attentivement cette carte. Le corridor économique Chine-Pakistan débute ici dans la région du Xinjiang en Chine. De là, il traverse le Pakistan par un étroit col montagneux connu sous le nom de col de Khunjerab. Ensuite, il se rend directement au Gilgit-Baltistan, une région très sensible revendiquée par l'Inde comme appartenant à l'état du Jammu et Cachemire. En résumé, cet énorme projet financé par la Chine traverse un territoire déjà profondément contesté. Pour l'Inde, c'est une insulte ouverte et un défi direct à son autorité. Maintenant, avec le conflit déjà en cours, les milliards que la Chine a investis dans le corridor économique Chine-Pakistan pourraient bientôt ne plus avoir de valeur. L'Inde pourrait lancer une offensive pour reprendre son territoire, transformant la moitié nord du corridor économique Chine-Pakistan en une zone de guerre active. La Chine connaît parfaitement ce danger. C'est exactement pour cela qu'ils ont déjà stationné des milliers de soldats dans cette zone sensible, essayant désespérément de protéger leurs investissements et de garder le contrôle. Mais honnêtement, même avec ces troupes déployées, si une vraie guerre se déclenche, ça n'aura aucune importance. Les milliards dépensés par la Chine pour construire des autoroutes, centrales électriques et infrastructures deviendraient des cibles faciles. Des cibles à portée de l'artillerie, des missiles et des avions de chasse indiens. Et nous ne parlons pas ici de frappes hypothétiques à longue portée. Ces lieux pourraient être frappés avec une précision létale en quelques minutes. Quant au Pakistan, malgré une forte dépendance à l'égard de l'argent et du soutien militaire chinois, ils échouent déjà à défendre ces projets vulnérables. L'économie du Pakistan s'effondre et son armée est dangereusement surmenée. Face aux frappes indiennes atteignant des cibles au cœur du Pakistan, Pékin doit prendre une décision urgente. Intervenir directement avec ses propres forces pour protéger des milliards de dollars d'investissement ou risquer de tout perdre. Mais comme vous le verrez bientôt, c'est en réalité très peu probable et je vous expliquerai précisément pourquoi dans un instant. Mais d'abord, allons plus au sud sur la carte. Parce que aussi désordonnées que les choses semblent au nord, la situation ici en Balochistan est en fait encore pire pour la Chine. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup entendu parler du Balochistan, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes certainement pas seul. La plupart n'ont pas agi. Voici pourquoi cette région est cruciale en ce moment. Comme le conflit au Cachemire occupé par le Pakistan discuté plus au nord, les troubles au Balochistan ont aussi débuté vers la naissance du Pakistan en 1947. À l'époque, lorsque l'Inde britannique était divisée en Inde et Pakistan, le Balochistan n'était même pas tout à fait sûr de vouloir faire partie du nouvel État pakistanais créé. Avant que le Pakistan ne devienne un pays, une grande partie du Balochistan actuel appartenait à un État princier séparé appelé Kalat. Le dirigeant là-bas, nommé Khan de Kalat, n'était au départ pas intéressé par une adhésion au Pakistan. Il voulait une indépendance totale pour sa région.
Mais sous la pression d'Islamabad, le Khan de Kalat a finalement cédé et accepté officiellement de rejoindre le Pakistan en 1948. Cependant, tous n'étaient pas d'accord avec cette décision, notamment le propre frère du Khan, le prince Abdul Karim, qui s'est immédiatement rebellé. Abdul Karim s'est enfui en Afghanistan, a rassemblé des combattants locaux et a lancé la première rébellion armée contre le Pakistan en juillet 1948. Cette rébellion a jeté les bases de décennies de tensions et de conflits qui persistent encore aujourd'hui. Vous vous demandez sûrement pourquoi les Baloutches luttent encore, presque 80 ans après le début de leur combat. Eh bien, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir d'abord. Pour commencer, le Baloutchistan est immense. C'est en fait de loin la plus grande province du Pakistan, couvrant plus de 40% de la superficie totale du pays. Le pays possède d'immenses réserves de gaz naturel, de grandes mines de cuivre, des gisements d'or et des champs pétrolifères. Il est probable que le Baloutchistan est quelque part sous terre. Malgré l'immense richesse de cette région, ses habitants figurent parmi les plus pauvres du pays. Pour mettre cela en perspective, bien que plus de 40% du gaz naturel du Pakistan proviennent directement du Baloutchistan, de nombreux résidents locaux n'ont même pas de raccordement de gaz de base dans leur propre maison. Au lieu de cela, les richesses des ressources naturelles du Baloutchistan sont directement acheminées vers Islamabad et des provinces plus riches comme le Pendjab. En retour, les habitants locaux ne reçoivent pas grand-chose, principalement de la pollution, de la négligence, de la pauvreté et des promesses vides. Des éléments essentiels comme les écoles, les hôpitaux et même l'eau potable sont souvent rares ou totalement absents dans de nombreuses régions du Baloutchistan. Les dirigeants baloutches sont souvent ignorés, écartés ou exclus par des puissances étrangères, des élites politiques ou l'armée pakistanaise sur le plan politique. Avec tous ces événements, il est facile d'imaginer la frustration des habitants lorsque la Chine est apparue à la fin des années 2000 prête à investir des milliards pour construire des infrastructures à travers leurs terres tribales. Initialement, la Chine a fait de grandes promesses. Ils ont évoqué la création de milliers d'emplois, l'amélioration de la qualité de vie, des opportunités, de la richesse, donnant aux habitants l'impression d'avoir décroché le gros lot. Mais ces promesses ne se sont jamais vraiment concrétisées. Au lieu de cela, les habitants locaux se sont réveillés face à une réalité différente. Des troupes pakistanaises partout, des gestionnaires chinois aux commandes, et des autoroutes traversant les terres tribales, leur appartenant depuis des générations. Des drapeaux étrangers sont apparus dans leurs villes, des points de contrôle ont surgi, et rapidement, les habitants ne reconnaissaient plus leur propre quartier. L'environnement était loin d'être familier. Toute la frustration accumulée s'est alors vite muée en violence. Des groupes rebelles locaux, notamment l'armée de libération du Baloutchistan, ont commencé à cibler directement les projets et le personnel chinois. Par exemple, en avril 2022, un kamikaze a attaqué une université à Karachi, tuant spécifiquement 3 enseignants chinois qui y travaillaient. En 2021, une bombe a explosé dans un bus transportant des ingénieurs chinois, tuant 9 personnes sur le coup. Ce ne sont que quelques-uns des incidents majeurs qui font la une des journaux dans le monde. En fait, il y a eu des dizaines d'autres petites attaques mortelles ciblant des Chinois travaillant sur des infrastructures dans tout le Baloutchistan. La Chine et le Pakistan sont confrontés à un autre défi majeur, la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans en 2021. Au début, la plupart des gens supposaient que les talibans resteraient amicaux avec le Pakistan. Après tout, le Pakistan avait ouvertement soutenu et abrité les talibans pendant des décennies. Mais étonnamment, ce n'est pas ce qui s'est finalement passé. Après avoir repris le pouvoir, les talibans ont rapidement commencé à se méfier et à ne pas apprécier le Pakistan, détériorant ainsi les relations. Depuis leur retour au pouvoir, les talibans ont eu plusieurs affrontements violents avec les soldats pakistanais le long de leurs frontières communes, aggravant la situation. En décembre 2022, des combattants talibans ont attaqué des postes frontaliers pakistanais près de Shaman, tuant plusieurs soldats et provoquant de sérieuses tensions. En septembre 2023, des combats intenses ont repris au passage frontalier très fréquenté de Torkham, causant plusieurs morts et blessés des deux côtés. Les talibans ont ouvertement exprimé leur colère envers le Pakistan. Ils ont ouvertement accusé le Pakistan d'ingérence dans les affaires internes de l'Afghanistan, d'abriter secrètement des militants opposés au régime taliban, et de se comporter davantage comme un ennemi plutôt que comme l'allié qu'ils étaient censés être. Depuis le retour au pouvoir des talibans, les séparatistes baloutches opèrent plus librement le long de la frontière poreuse entre l'Afghanistan et le Pakistan. Depuis des décennies, l'Afghanistan offre secrètement refuge et terrain d'entraînement aux groupes anti-pakistanais.
Avec le retour des talibans au pouvoir et une méfiance ouverte envers le Pakistan, cette tendance s'est fortement accrue. Il est plus facile que jamais pour les militants anti-pakistanais de se déplacer, d'opérer et de planifier des attaques depuis l'Afghanistan. Pendant ce temps, la relation des talibans avec l'Inde s'est étonnamment réchauffée dernièrement, malgré la prudence initiale de l'Inde. Les talibans étaient considérés comme des ennemis, notamment en raison du soutien de l'Inde au précédent gouvernement afghan. Cependant, le gouvernement taliban et l'Inde ont récemment entamé des pourparlers directs discrets, cherchant à trouver un terrain d'entente. En fait, l'Inde a même envoyé de l'aide humanitaire à l'Afghanistan et a rouvert son ambassade à Kaboul. En somme, l'Inde suit le vieux principe que l'ennemi de mon ennemi est à mon ami. Jusqu'ici, cette stratégie semble plutôt efficace pour eux. Il y a même des rumeurs qui circulent, bien que je doive mentionner que rien n'est officiellement confirmé encore, que certaines factions au sein des talibans afghans pourraient secrètement aider l'Inde à traquer les militants pakistanais, ou les individus recherchés qui se cachent près de la frontière afghano-pakistanaise. Cela peut sembler surprenant au début, mais en y réfléchissant, ce n'est pas si fou. Historiquement, les talibans ont eu des liens étroits et des relations de travail avec divers groupes militants. Faire ce genre d'arrangement discret, en coulisses, ne serait pas exactement un nouveau territoire pour eux. Et surtout compte tenu des récentes tensions et de l'hostilité pure et simple entre les talibans et le Pakistan, il n'est franchement pas si difficile de croire que quelque chose comme cela pourrait se passer à huis clos. D'un autre côté, les relations sino-talibanes sont bien plus complexes. Les talibans affirment publiquement être ouverts aux investissements chinois, principalement en raison des promesses de la Chine d'apporter des fonds et des infrastructures dont le pays a grandement besoin. Cependant, la confiance entre eux reste fragile. Les talibans ne sont pas exactement ravis du traitement sévère de la Chine et de sa répression contre les musulmans ouïghours au Xinjiang, surtout que de nombreux Afghans partagent des liens ethniques, religieux et culturels forts avec les Ouïghours. Et tout ce chaos, les talibans, les rebelles baloutches, les tensions avec l'Inde, créent une tempête parfaite pour le Pakistan et la Chine, surtout en ce qui concerne leurs énormes projets conjoints, comme le corridor économique Chine-Pakistan et l'initiative La Ceinture et la Route. Avant de poursuivre, permettez-moi de clarifier brièvement un point que les gens confondent souvent. Le corridor économique Chine-Pakistan et l'initiative La Ceinture et la Route, Belt and Road Initiative, sont liés, mais pas identiques. Le corridor économique Chine-Pakistan, dont nous avons discuté, fait partie d'un projet beaucoup plus vaste, l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine, malgré son importance capitale. L'initiative La Ceinture et la Route est l'ambitieux projet de la Chine, visant à construire des infrastructures majeures, telles que des routes, des ports et des chemins de fer, dans de nombreux pays d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient et même d'Europe. C'est essentiellement la grande vision de la Chine, pour se connecter directement avec chaque grande économie à travers le monde. La Chine vise ainsi à réduire les coûts, ouvrir de nouveaux marchés pour ses produits, et devenir le centre économique et politique mondial pour les prochaines décennies. Si le corridor économique Chine-Pakistan vous semblait massif, l'initiative La Ceinture et la Route est d'une toute autre envergure. C'est essentiellement le parrain des méga-projets. Pour mettre les choses en perspective, la Chine a déjà investi environ $1 billion des États-Unis dans l'initiative La Ceinture et la Route. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les experts estiment que l'investissement total de la Chine dans ce projet mondial pourrait dépasser les $4 billions d'ici la fin des années 2030. Vous avez bien entendu, billion avec un B, une somme suffisante pour remodeler l'économie mondiale, la politique et les dynamiques de pouvoir pour les générations futures. Quand la Chine a initialement annoncé ces vastes projets d'infrastructures, de nombreux pays se sont précipités, alléchés par les bénéfices potentiels et la prospérité qu'ils espéraient en tirer. On ne peut pas totalement les blâmer. La Chine a présenté cela comme un rêve devenu réalité, l'accord idéal. Mais maintenant, avancé rapidement quelques courtes années plus tard, et la réalité s'est avérée complètement différente. Beaucoup de ces pays ont rapidement découvert qu'ils sont à peine capables de rembourser les énormes prêts chinois qu'ils ont contractés pour construire ces projets. En fait, certains pays sont littéralement au bord de la faillite. Prenez le Sri Lanka par exemple, probablement l'exemple le plus célèbre jusqu'à présent. Le Sri Lanka a emprunté des milliards à la Chine pour bâtir une infrastructure ambitieuse, dont l'immense port de Hambantota. Mais lorsque le Sri Lanka, de manière prévisible, n'a pas pu rembourser ses dettes, la Chine est simplement intervenue et a pris le contrôle du port avec un bail de 99 ans, obtenant ainsi un contrôle stratégique à long terme sur une pièce d'infrastructure critique juste à la porte de l'Inde. Ce phénomène ne se limite pas au Sri Lanka. Des pays africains tels que la Zambie, le Kenya et l'Éthiopie croulent sous une dette colossale liée à des projets chinois.
Et malheureusement, ils ont vu très peu de bénéfices économiques réels. La Zambie a même fait les gros titres mondiaux lorsqu'elle a fait défaut sur des prêts internationaux, en partie parce qu'elle a simplement emprunté trop d'argent à la Chine et n'a pas pu suivre les remboursements. La Chine prévoyait que le Pakistan se retrouve piégé comme les autres pays qui ont fait affaire avec elle. Les investissements chinois au Pakistan n'ont pas aidé l'économie, bien au contraire, ils ont eu l'effet inverse. Le pays croule désormais sous les dettes. Actuellement, le Pakistan manque dangereusement de réserves de devises étrangères, l'inflation est au plus haut, les prix de tout flambent, et ils sont à peine capables de faire les paiements minimums sur leurs intérêts de dette, sans parler du remboursement des prêts originaux. La Chine espérait un scénario similaire à celui du Sri Lanka, où le Pakistan s'endetterait au point que Pékin interviendrait et prendrait le contrôle permanent de zones critiques, en particulier les territoires stratégiques et le Cachemire occupé par le Pakistan. Pakistan occupied de Cachemire. Mais voici où les plans de la Chine pourraient complètement s'effondrer. Si la guerre éclate, et que l'Inde frappe en premier, bombardant des infrastructures clés et récupérant rapidement les territoires qu'elle considère comme les siens, alors tous les plans soigneusement élaborés par la Chine partent en fumée. Perdre le contrôle du corridor économique Chine-Pakistan, joyau de la couronne, de l'initiative La Ceinture et la Route, provoquerait une réaction en chaîne massive, devenant le premier domino à tomber dans la stratégie mondiale chinoise. Imaginez si la Chine ne pouvait pas protéger leurs plus grands projets près de leurs frontières. Les autres nations impliquées dans l'initiative La Ceinture et la Route se demanderaient pourquoi risquer leurs économies avec ces projets. Et ce serait donc la mort du projet de rêve ultime de Xi Jinping. L'instabilité autour du corridor économique Chine-Pakistan menace l'ensemble de l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine. La Chine ne peut absolument pas se permettre que cela s'effondre, croyez-moi. Si ces arguments ne suffisent pas à convaincre la Chine d'intervenir pour défendre le Pakistan, voici quelques raisons supplémentaires. Actuellement, des milliers d'ingénieurs, de techniciens et même de soldats chinois vivent et travaillent au Pakistan. Selon un décompte, plus de 14 000 ressortissants chinois ont récemment participé à des projets du corridor économique Chine-Pakistan. Un grand nombre d'entre eux se trouvent dans des régions à risque telles que Gwadar et d'autres zones du Baloutchistan, où les militants et insurgés ont déjà pris pour cible les travailleurs chinois à maintes reprises. Rien que ces dernières années, il y a eu plus d'une douzaine d'attaques majeures visant spécifiquement les citoyens chinois travaillant au Pakistan, tuant des dizaines d'entre eux. Et les diplomates chinois ont exprimé leur frustration, qualifiant d'inacceptable le fait d'être attaqué 2 fois en 6 mois. Pékin a donc envoyé sa propre équipe de sécurité, avec des véhicules blindés, pour protéger directement ces projets sensibles. Imaginez à quel point la situation pourrait s'aggraver si le conflit s'intensifie. Les frappes indiennes se sont jusqu'à présent limitées à Muzaffarabad, Kotli, Bagh et des cibles choisies au Punjab, épargnant les Chinois. Mais ne vous y trompez pas, Gwadar et le Baloutchistan sont proches. Alors que la Chine intensifie les tensions, ou tente de jouer les héros, chaque travailleur, technicien et soldat chinois, ainsi que leurs familles au Pakistan, deviennent instantanément des cibles potentielles. La Chine serait immédiatement confrontée à un cauchemar logistique, évacuant des milliers de ses citoyens d'une zone de guerre active, tout en s'efforçant de protéger des milliards de dollars d'infrastructures vulnérables. Dans une situation désespérée, l'armée pakistanaise pourrait même confier entièrement la protection directe de certains actifs cruciaux à la Chine. Mais Pékin sait pertinemment qu'il ne peut pas se permettre d'ignorer une offensive indienne menaçant ses propres citoyens et infrastructures. Autrement dit, la dispersion des citoyens et des investissements chinois stratégiques au Pakistan obligerait la Chine à intervenir en cas de besoin. C'est exactement pourquoi, ces dernières décennies, la Chine a constamment poussé, soudoyé ou intimidé les politiciens et généraux pakistanais pour qu'ils dépendent fortement de l'armement chinois. Le Pakistan est actuellement le plus gros acheteur d'équipements militaires chinois au monde, se procurant des avions de chasse GF-17, des chars VT-Four, des drones armés et des systèmes sophistiqués de défense anti-missiles. La dépendance du Pakistan envers l'équipement chinois implique qu'une intervention directe de la Chine dans le conflit permettrait une intégration aisée de ses forces en emporte-l'ours à l'armée pakistanaise, les deux utilisant déjà du matériel et des systèmes très similaires. Pendant ce temps, l'Inde se battrait avec un mélange complexe d'armes russes, françaises, israéliennes, américaines et développées localement. Des analystes militaires du monde entier ont souligné qu'évidemment, toute guerre entre l'Inde et le Pakistan se transformerait essentiellement en un test de champ de bataille réel et en direct. Un affrontement direct entre les armes fabriquées en Chine et le mélange de systèmes soutenus par l'Occident et construits localement de l'Inde. Et les résultats de ce test auraient d'énormes conséquences mondiales. Cela pourrait décider si la Chine maintient sa position dominante comme principal fournisseur d'armes mondiales, ou si ses exportations militaires souffrent soudainement d'un coup dur à leur réputation.
Il en va de même pour l'Occident. Si les armes qu'ils fabriquent en Inde fonctionnent exceptionnellement bien, elles attireraient aussitôt des acheteurs du monde entier et renforceraient la confiance à l'échelle mondiale. Nous avons déjà vu les conséquences des défaillances des systèmes militaires. Il suffit de regarder la Russie. Au cours des 3 dernières années, les performances embarrassantes des systèmes d'armes russes posés en Ukraine ont nui à plusieurs reprises à la réputation mondiale de la Russie. Il est clair que la domination de la Russie sur le marché mondial des armes est finie pour au moins une décennie, voire plus. Quelques heures seulement après le début du conflit, l'équipement militaire chinois est déjà en panne. Les systèmes de radar supposément avancés se sont avérés inutiles. Les défenses antimissiles n'ont offert aucune protection réelle. Et un précieux avion de chasse JF-17, construit par les Chinois, a déjà été abattu du ciel. Si les systèmes d'armes de la Chine ne peuvent pas survivre même à quelques heures d'attaque de missiles, alors imaginez le scénario effroyable d'une guerre totale. Mais au-delà des ventes d'armes et de la réputation, il y a une autre raison majeure pour laquelle la Chine ne peut se permettre de perdre le Pakistan ou de le voir s'effondrer. Le Pakistan a toujours été un allié clé de la Chine, et un tampon essentiel contre l'influence croissante de l'Inde en Asie du Sud. Les deux pays ont renforcé cette alliance depuis des décennies. En 1963, le Pakistan a officiellement cédé la vallée de Shaksgam, au nord du Cachemire, à la Chine, l'aidant à renforcer son contrôle sur des zones clés du Cachemire. Aujourd'hui, la Chine contrôle directement environ 20 à 30% du Cachemire, y compris le plateau d'Aksai Chin en haute altitude, une zone également revendiquée par l'Inde. Cette région est non seulement symbolique et politiquement sensible, mais aussi stratégiquement cruciale. Aksai Chin abrite l'autoroute critique de la Chine G219, qui est la seule connexion terrestre fiable entre la province du Xinjiang en Chine directement avec le Tibet. Les experts militaires avertissant que la perte de contrôle d'Aksai Chin, ou même l'interruption temporaire de cette autoroute cruciale en raison des combats, pourrait sérieusement menacer la sécurité et la stabilité de la région frontalière occidentale de la Chine. Si l'Inde et le Pakistan entrent en guerre, les forces indiennes pourraient pénétrer plus profondément dans les territoires disputés. Cela pourrait vite amener les soldats indiens à quelques kilomètres seulement de la frontière chinoise, la ligne de contrôle réelle, au Ladakh. Les commandants militaires indiens ont affirmé publiquement qu'ils se préparent à gérer simultanément 2 frontières hostiles. En somme, ils affirment sans équivoque être prêts à confronter la Chine si nécessaire. Et nous avons déjà vu à quel point ce scénario peut devenir tendu et dangereux. En 2020, les troupes indiennes et chinoises se sont violemment affrontées dans la vallée de Galwan à Ladakh. Ce combat mortel a choqué les deux côtés, montrant à quelle vitesse les choses peuvent dégénérer. Ainsi, en cas de conflit majeur avec le Pakistan, l'Inde pourrait délibérément provoquer ou escalader les tensions près du Ladakh, ouvrant intentionnellement un second front, juste pour exercer une pression stratégique immense directement sur la région sensible du Tibet en Chine. L'Inde sait exactement comment appuyer sur les boutons de la Chine dans ce domaine. Le Tibet est une région très sensible pour la Chine sur les plans politiques, culturels et militaires. Même une petite escalade près de Ladakh pourrait forcer la Chine à détourner des ressources critiques, à gérer une instabilité interne, ou pire, un conflit frontalier plus large. En fait, l'Inde se prépare activement à exactement ce genre de scénario. Ils ont récemment commandé des avions militaires avancés, comme les jets Rafale français, pour renforcer leurs capacités dans des régions frontalières en haute altitude comme le Ladakh. L'Inde détient l'un des missiles les plus redoutés au monde, le BrahMos supersonique, développé avec la Russie. Ce missile peut frapper des cibles profondément à l'intérieur des lignes ennemies, à des vitesses 3 fois supérieures à celles du son et est presque impossible à intercepter. Le déploiement de missiles BrahMos le long du Ladakh ou de la frontière himalayenne donnerait à l'Inde un avantage stratégique considérable. Cela permettrait aux forces indiennes de menacer rapidement les infrastructures, aérodromes et bases militaires chinoises au Tibet, tenant en otage les régions occidentales critiques de la Chine. Mais même avec toutes ces raisons pour la Chine de s'engager dans un conflit du côté du Pakistan, il y a des raisons très solides pour lesquelles Pékin pourrait simplement rester silencieux et ne pas essayer d'intervenir du tout. Tout d'abord, l'économie de la Chine, après des décennies de croissance effrénée, avance maintenant, à peine. 2023 et 2024 ont été brutales. La croissance économique a été fortement impactée par un crash immobilier majeur et une très faible demande intérieure des consommateurs. La Chine enregistre aussi des niveaux d'endettement records. Selon un rapport du Fonds monétaire international, la dette gouvernementale de la Chine a atteint 60,5% du produit intérieur brut en 2024. C'est en hausse par rapport à 38,5% seulement 5 ans plus tôt. La dette globale, incluant entreprises, ménages et gouvernements locaux,
atteint environ 312% du produit intérieur brut, parmi les plus élevés au monde. Même les gouvernements locaux croulent sous les hypothèques impayées pour des complexes de logements fantômes et des centres commerciaux vides. Les dirigeants chinois, désespérés, injectent des milliards dans le système pour tenter d'atteindre leur modeste objectif de croissance de 5%. De plus, la population chinoise a entamé son déclin. En 2023, le pays a connu son plus faible taux de natalité, avec une perte d'environ 1,4 million d'habitants. Dans les années à venir, environ 300 millions de travailleurs chinois prendront leur retraite. Cela signifie moins de personnes dépensent, d'énormes passifs de pension et un chômage des jeunes en hausse. Maintenant, imaginez ajouter un conflit militaire massif à cet environnement économique déjà tendu. La Chine ne peut pas se permettre une autre aventure déstabilisatrice coûteuse en ce moment. Ils ont urgemment besoin de toutes leurs ressources et de leur attention pour relancer leur économie et soutenir leur société qui vieillit rapidement. De plus, l'armée chinoise est déjà surchargée dans d'autres régions critiques. Pékin a régulièrement étendu sa présence navale et aérienne en mer de Chine méridionale, se heurtant souvent à des voisins comme le Vietnam, les Philippines et la Malaisie concernant des îles et récifs disputés. Pékin avertit régulièrement qu'il pourrait un jour réunifier Taïwan par la force si nécessaire, notamment en raison de la question du détroit de Taïwan. Pendant ce temps, les États-Unis continuent d'envoyer des porte-avions dans la région et de renforcer les alliances militaires avec les partenaires de Taïwan. La Chine est consciente du potentiel explosif et dangereux de cette situation. Avec tout ce qui se passe, ouvrir un troisième front contre l'Inde dans l'Himalaya serait tout simplement désastreux. En cas de guerre, les ressources militaires et l'attention de la Chine seraient divisées, obligeant Pékin à retirer des troupes, des missiles, des avions de chasse et des navires de zones critiques comme Taïwan et la mer de Chine méridionale. Une guerre dans l'Himalaya pourrait s'aggraver et impliquer de grandes puissances mondiales, ce qui serait catastrophique. Imaginez si la marine américaine soutenait l'Inde, ou si la Russie se sentait obligée d'appuyer militairement la Chine. La Chine veut absolument éviter ce scénario, et elle ne serait pas la seule à être profondément inquiète. Un conflit régional avec la Chine perturberait vite le cœur de la politique mondiale. Les États-Unis ont renforcé leurs liens avec l'Inde à travers des alliances telles que le Quad et plusieurs accords de défense bilatéraux. Publiquement, les États-Unis appelleraient à la paix et à la retenue, comme à chaque affrontement entre l'Inde et le Pakistan. La Chine et les États-Unis ont déjà appelé à une désescalade immédiate suite à l'attaque récente au Cachemire. Mais si des troupes ou avions chinois se déplaçaient vraiment au Pakistan pour menacer l'Inde, Washington augmenterait discrètement, mais urgemment, son soutien à l'Inde, partageant des renseignements cruciaux, accélérant les livraisons d'armes, voire en fournissant un soutien diplomatique direct. La Russie ferait également face à des difficultés. Moscou a un partenariat stratégique avec Pékin, mais historiquement, la Russie est l'un des plus grands fournisseurs d'armes de l'Inde, vendant des systèmes avancés à New Delhi. La Russie essaierait probablement de rester neutre au début, prônant publiquement la paix, mais soutenant discrètement les deux côtés pour garder son influence. Les puissances du Moyen-Orient pourraient aussi être impliquées. Historiquement, le Pakistan a compté sur ses alliés du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, pour l'aide financière, le soutien politique et l'assistance militaire ponctuelle. Mais dans une crise impliquant la Chine et l'Inde, ces pays agiraient avec une extrême prudence. En réalité, personne ne gagnerait vraiment une guerre impliquant la Chine, et encore moins Pékin lui-même. Certes, la Chine bénéficie généralement d'une Inde quelque peu instable ou distraite, mais il y a une grande différence entre bénéficier d'un peu d'instabilité et être entraîné dans une guerre catastrophique à part entière. La guerre avec l'Inde n'est pas un souhait réel de Pékin. C'est beaucoup trop coûteux, risqué et déstabilisant, surtout vu les nombreux problèmes internes auxquels la Chine fait déjà face. Pékin était conscient que la principale source des tensions, les groupes terroristes agissant librement au Pakistan, n'est plus quelque chose qu'ils peuvent ignorer. Si cette fois, l'Inde ne traite pas de façon décisive ces terroristes au Pakistan, la Chine pourrait se sentir obligée d'intervenir et de s'en charger elle-même. La Chine ne peut plus tolérer l'incertitude, la tension ou les menaces envers ces énormes investissements et ces milliers de citoyens dans la région. D'une manière ou d'une autre, ils voudront que le problème du terrorisme soit réglé définitivement, idéalement sans déclencher un conflit plus important. Merci d'avoir regardé.